Yauk, Mike, and I have spent more time with each other than with our own families, really. So when it comes to my friend, the rapper Mike D, a.k.a. Sweet Lou, a.k.a. Michael Lewis Diamond, I know him, right? Like everything. And he knows me just the same. But Adam Yauk, a puzzle, a conundrum. A labyrinth of ideas and emotions, an enigma, a wild card. And after 35 years of friendship, I never knew what he was going to do or say next. He was a living contradiction of people's ideas of how or what you're supposed to be or do. I mean, he's the Buddhist guy who's telling me how last night he was at this after party for some fashion show. And he's the fight for your right to party dude who went trekking through Nepal on some kind of discovery quest, and then he met with politicians in Washington, D.C., letting them know what he'd seen and what he learned. He once told me that the main draw to him about the Dalai Lama was that he was a funny dude. Now, obviously, there were so many other reasons he was drawn to spirituality, faith, and Buddhism, right? But the funny dude made perfect sense to me coming from Yauk. Because funny is very important. Who gets to show up to work every day only to work with their two best friends? I did. I guess that makes me one lucky duck. I mean, it's not like all of it was easy or highlight-filled every moment. I mean, there'd be times when two of us wanted to do something so badly, when every cell in your body's like, yes, we're doing this, only to have one of us say, you know, that might be cool for you guys, but I'm just not so into it. And then I'd go home and I'd complain to whoever would listen, and I'd be like, oh my God, you won't believe what Horovitz did today. I mean, he's driving me fucking crazy. But as attached as any of us might have been to any song or lyric or idea, we still loved each other and being together even more. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 41, season final. Cette semaine, émission nostalgie, révolution, évolution et au revoir. On regarde vers le passé et on se demande où ça a merdé et ce qui a marché et à quel point certaines choses vont nous manquer. Ainsi est faite la petite histoire de En attendant Godard, des allées et des venues. Certains ne font que passer, d'autres s'accrochent un temps, puis restent les vieux, les indécrottables. Le canal historique n'est définitivement plus permanent. Tel Napalm Death, il n'y a plus aucun membre de l'équipe originelle. Et pourtant, nous essayons de garder le cap, la ligne, nos idées, notre bonne mauvaise foi et cet esprit de branleur éclairé. Ce soir donc, adieu, bonne route à deux loustiques qui à force de rester étaient devenus des éléments presque reconnaissables, même reconnaissables, marquants, presque incontournables de notre équipe de bras cassés. Et je le dis d'autant mieux que ça fera pester Mathieu B qui n'a pas eu ses honneurs lors de son départ. On cause donc en cette douce soirée de la fin du mois de juin de cinéma révolutionnaire et de musique pour faire du départ de Gal et Carla une émission bordélique comme nous en avons le secret. Comme disait Woody Guthrie, so long, it's been good to know you et see you in hell, comme on le dit à la fin de Elmer Gantry.
Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous ne l'aurez pas eu tout compris avec cette introduction, mais nous parlerons de Beastie Boy Story de Spike Jonze, sorti sur Apple TV il y a quelques mois de cela. Donc film rétrospectif sur la carrière des branleurs de Brooklyn et du Bronx. Et après, nous parlerons d'un autre film révolutionnaire, donc Thème Rock de Claude Faraldo, film de 1973 avec Michel Piccoli, qui vient de ressortir en DVD chez Tamasa Distribution. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment ce qui est encore la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a carrément Florey. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Quand je parle d'indécrottable, c'est bien sûr de toi et moi qu'il s'agit. Oh là là, putain, 10 ans. Hein. 10 ans déjà. Il y a aussi le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Qui à un moment fut un indécrottable, puis après est devenu un intérimaire avant de redevenir un indécrottable. Et donc les deux qui vont nous quitter probablement, potentiellement. Il y a la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Et donc il y a maîtresse Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir. Voilà Carla, ma chère, c'est votre dernière en tant que permanent de cette émission. Et oui, je vous ai supporté pendant 3 ans. Nous t'avons supporté pendant 3 ans aussi. On a quand même bien du mérite d'accueillir des jeunes comme ça pour essayer de redynamiser cette émission. Une histoire terrible. Surtout que des fois on la voyait en dehors de la radio. Ah mais ça c'était l'erreur à ne pas faire. Je crois que c'est une erreur que nous le referons plus. Ah non, je vais vous manquer. Expérience. Sûrement pas. Bon, on fera un petit bilan tout à l'heure, Carla, si tu veux. Alors, comment ça s'est passé ces 3 ans d'expérience au milieu des grands? Eh ben, je peux dire que vous allez beaucoup me manquer, ça c'est sûr. Voilà. C'est mignon. Ça va, Thibaut, tu vas pleurer. On va pas vite, on change de sujet. On a dit qu'on pleurait pas ce soir. Déjà, ça commence, les larmes, tout ça. On a dit qu'on pleurait pas ce soir. Non, voilà, pas ce soir. Plus tard, peut-être quand tu partiras. Rappelons-le pour Schlagland, donc en Ardèche, en service civique, à l'école du cinéma documentaire à Lussas, en Ardèche. Donc, je vous ramènerai plein de pépites, j'espère. Voilà. Est-ce que tu pourras nous ramener du fromage? Je vous ramènerai tout ce que vous voulez. Ça fait partie des pépites fromage. Pépites de fromage. Et donc Gal aussi potentiellement va nous quitter s'il arrive à avoir ses formations, du travail, tout ça, vous savez, ces choses vulgaires. Les sous pour payer la formation surtout. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, vraiment vulgaire, hein, Gal. Qu'est-ce qu'il est proche de ses sous, moi ça me débecte. Alors que nous, mon cher Thibaut, nous sommes loin de ces considérations pécuniaires et financières. Nous, c'est YOLO. Hein. Voilà, exactement. Nous, on a payé le péage, maintenant on roule sur l'autoroute, voilà, direction je sais pas trop où. Mais... Direction le mur. Mais on y va. Voilà, mais on y va à fond la caisse. Peur de rien, pas froid aux yeux. Exactement, on n'est pas venu habillé en feuille de chou pour se faire manger le cul par des lapins, comme on dit. Okay. Exactement. Bien dit. Donc voilà, donc c'est la dernière de la saison, 41 épisodes de cette saison, dont plusieurs mixtapes, dû à un truc qu'on appelle le confinement ou les jours heureux, comme on l'appelle aussi dans les milieux autorisés. Nous en referons bien évidemment l'année prochaine, pas seulement si nous sommes reconfinés, ce qui arrivera, croisons les doigts, mais bon, qu'en tout cas, 13e saison l'année prochaine, peut-être la dernière, on ne sait pas, on dit ça tous les ans. On verra. Voilà, on verra, advienne que pourra. Donc, mais bon, voilà, une belle saison qui s'achève, dernière pour Carla égale normalement, mais bon, de toute façon, on vous retrouvera, chers auditeurs, avec vous, millions d'auditeurs, avec grand plaisir. L'année prochaine, millions au moins, on est écouté au moins jusqu'à Cannes, c'est bien. Il paraît. On va passer donc à agenda pour finir, pas d'agenda national parce qu'on s'en fout, mais du local. Donc ce dimanche reprennent avant la césure de l'été les films du dimanche soir avec nos camarades du cinéma est mort. Donc c'est dimanche à 21h15 et ça sera l'inspecteur Harry, Dirty Harry de Don Siegel avec Clint Eastwood, film de 1972, un des meilleurs films de droite jamais fait. On peut le dire, ça va être très très bien. Un film, Les Jours Heureux. Exactement, un film des jours heureux. À l'époque, on savait faire des bons films. Mais voilà, donc on vous attend très très nombreux pour clore cette saison qui, bien évidemment, n'a pas pu se dérouler dans le cours normal de ces opérations. En tout cas, on sera très heureux de pouvoir vous retrouver avant la coupure de l'été. Carla. Je me permets juste de faire une petite dis donc, elle s'en permet bien les choses, celle-là. Écoute, jusqu'au bout. Pour mon ancien directeur de recherche, Éric Touvenel, qui a enfin sorti son bouquin sur Gaston Bachelard et sa relation au cinéma, un gros pavé sur lequel il a beaucoup bossé pendant très longtemps. Et qui vient de sortir. Et qui vient de sortir et qui est disponible au Fire. Donc, je m'ai envoyé un petit mail tout à l'heure, donc je me permets de faire sa pub. Tu fais bien de préciser parce que moi je croyais que c'était un livre sur Pierre Bachelet et sa relation au cinéma. Pas mal, moi ça m'intéresserait bien. Les corons, tout ça, comment est-ce que ça a été utilisé en musique, Germinal. Tout. Les bronzés font du ski. Exactement, les bronzés font du ski. On n'y pense pas assez dans la carte de Pierre Bachelet. On va passer donc à la section critique de cette émission et vous l'aurez compris, donc je l'ai dit, on va parler des Beastie Boys et tout de suite un petit extrait du film de Spike Jonze. Chapter 3, The Song That Changed Everything.
So we started writing songs in a different way. It wasn't just on a guitar like verse, chorus, verse, chorus. Fucking around became our creative process. It would go something like this. Mikey? We'd be walking down the street. This is how we walk down the street. How you doing? Oh, what's up, man? We rehearsed. We'd be walking down the street, right? And we just start going back and forth with little bits of records and stupid shit we thought was real funny, right? Like one of us would say a random lyric from a song we loved, like, hold it now. And then another one would be like, yo, that should be a song. Like, he should say, hold it now. And then we should have Slick Rick go, hit it. And then another one would be like, oh, it should go, hey, Leroy. And that's the song. Now, and then we'd go into the studio with that simple and stupid of an idea, and we'd make a song out of it. Yo, Leroy! Hold it now. Like Adam would be there tapping away, obsessed on the pads of his DX drum machine, and when he was really psyched, he'd take the headphones and he'd rip them off of his head, throw them to the side, and he'd be like, yo, 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 guys, check this out. Oh, no, that's you, Mike. I was like this. Well, anyway, he made this, honestly, I'm giving you props, Adam. He made like this hot go-go swing type beat. But when Yauk and I heard that, we were like, oh, shit. But when that got layered with this 808 beat, that changed everything. Hold it now. So the three of us were left to our own devices and making music and loving it. Instead of trying to act and sound like somebody else, like how we did on Rock Hard, now we were just being ourselves, or at least a fantasy version of ourselves. Rick came by the studio and we played it for him, and he kind of flipped the fuck out. He was like, hey, you guys, don't change anything. It's great. I want to play it for Russell. We need to just put this out. So we were surprised, but we were psyched. Rick mixed it, making it sound bigger and more professional. He made that 808 sound crazy. Like that. You could hear it rattling the rear glass on cars up and down the East Coast. It also detonated many a PA. We figured out how to piece together different elements that we loved, like beats, samples, scratches, and turn them into a song, into a new style. Most importantly, though, we found our voice. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était un extrait du film Beastie Boys Story de Spike Jonze qui est disponible depuis 2 mois sur Apple TV. À la base, le film devait sortir dans quelques salles américaines et probablement pas en Europe. Donc de toute façon, on l'aurait eu aussi par ce biais-là. Mais donc le Covid, on a décidé autrement. Donc le film s'est retrouvé directement sur les plateformes de Apple TV, et donc, comme son titre l'indique habilement, Beastie Boys Story retrace l'histoire des Beastie Boys, en fait, dans un dispositif assez particulier, puisque c'est basé sur l'autobiographie qu'ils avaient écrit il y a 2 ans, et dont il reprend largement les histoires et puis les textes, mais dans un dispositif, une fois de plus, assez particulier, puisque donc les 2 survivants du groupe, Michael Diamond, a.k.a. Mike D, et Adam Horowitz, a.k.a. Ad Rock, racontent en fait l'histoire du groupe jusqu'à la mort de Adam Yauch, plus connu sous le nom de MCA, qui est décédé en 2012, très peu de temps après la sortie de leur dernier album, donc l'excellent Hot Sauce Committee Partout. Et en fait, les 2 sont sur scène un peu comme un stand-up. Ils vont raconter leur histoire avec différentes images d'archives, des photos, des vidéos, parce qu'ils ont beaucoup filmé dès le début leur rencontre avec des caméscopes et sous différents formats, toute la production de leur musique et leur vie, on va dire, au sens large, de manière générale, à la fois quand ils ont commencé dans le punk, puis après quand ils sont devenus des superstars. Et donc, il va y avoir un jeu comme ça, un show très très ricain, qui est au début assez perturbant parce que c'est très écrit, y compris dans les vannes, dans les réactions, dans les interactions qu'ils pourraient avoir avec le public, le jeu avec les prompteurs, parce qu'ils ont un prompteur qui défile au cas où ils se gourdent dans leurs répliques. Il y a aussi un jeu qui va être mis avec Spike Jonze, qui assure la mise en scène du spectacle en live, et qui après a assurer le montage pour en tirer un long métrage de 2 heures, en fait un film de 1h50 avec 10 minutes de bonus à la fin, éparpillé un petit peu dans le générique de fin. Donc c'est un show assez particulier qui est parfois
assez étonnant à la fois dans ce qu'ils gardent de la carrière des Beastie Boys et dans les choses qui sont montrées, mais pour au final en fait en faire un véritable hommage aux membres décédés qui était le leader du groupe, donc MCA, et où finalement il y a à la fois le côté branleur qu'on retrouve des Beastie Boys, même si c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus adulte entre guillemets, puisque les deux survivants ont quand même maintenant plus de 55 ans et ils le portent, je trouve, admirablement bien, mais ça en devient finalement un véritable hommage au membre qui est décédé, et ce qui, je trouve, fait tout le sel de la chose, même si c'est assez étonnant de voir les Beastie Boys qui sont connus comme étant des rappeurs un peu blanc-bec, un peu blaireaux, un peu rigolards, qui faisaient des beats gonflables de 20 mètres sur scène, ou bien ce genre de choses, porter maintenant un regard assez lucide et très sincère sur leur carrière, à la fois dans leur succès et dans leur énorme échec, notamment Pulse Beauty au début des années 90, qui est un de leurs albums phares maintenant et qui a été un bide total à sa sortie. Alors je sais que vous, mon cher Thibaut, vous êtes un fan de la carrière des Beastie Boys, et Dr. Erwan aussi, vous n'êtes pas forcément un fan du groupe en tant que tel, mais d'ailleurs dans la place des Beastie Boys, dans le monde du hip-hop de manière générale et dans l'histoire du hip-hop, c'est un groupe qui a été assez marquant parce que c'était une des premières fois qu'il y avait vraiment des blancs qui faisaient du hip-hop, et en mêlant à la fois donc des influences purement rap qui étaient les leurs de Afrika Bambaataa, de Run DMC, avec un côté plus hardcore punk, parce que eux venaient de la scène punk. Ils ont commencé en 1979 en justement un groupe de hardcore et de punk qui était la grande mode à New York à l'époque, avec les Dolls, avec les Ramones déjà, ce qui donne un style de musique et un caractère assez particulier. La grande force du projet, enfin il y a deux grandes forces dans ce projet. Alors il y en a une qui est tout à fait personnelle, c'est que je suis un énorme admirateur des Beastie Boys, dans le sens où c'est un des groupes qui m'a permis de passer du métal et du rock au hip-hop. C'est équivalent avec comme des groupes comme Rage Against the Machine ou comme l'album ou avec le titre Rock Superstar par exemple de Cypress Hill. Les Beastie Boys, personnellement dans mon éducation musicale, est hyper important parce qu'il m'a permis de faire transition. Et quand j'ai découvert l'album, j'ai découvert avec l'album Pulse Beauty que je considère comme un album exceptionnel. Et voilà, donc en fait, il y a ce film-là, à titre personnel, me permet de me replonger dans ma propre éducation musicale, et c'est quelque chose d'assez... cette introspection est assez émouvante. Et l'autre grande force, bien entendu, c'est la liberté, en fait. Les Beastie Boys, c'est un groupe libre, et même quand ils proposent un documentaire musical, ils le font avec cette forme très américaine, stand-upée, on pourrait dire ça comme ça, mais il y a une vraie liberté, dans le sens où quand on regarde un documentaire musical, comme il peut y en avoir pléthore, par exemple sur Arte, qui au passage fait toujours de l'excellent boulot, mais dans le documentaire musical, on a quoi? On a souvent des images d'archives qu'on a tous déjà vues 25 millions de fois, on a tous les commentaires un petit peu patapouf des collaborateurs en disant que telle personne était un génie, telle personne était un génie. Bon, mais si tu fais un documentaire, forcément, tu vas lui passer de la pommade. Et ici, en fait, cette particularité de faire jeu, en fait, une vraie performance, prouve plusieurs choses. Prouve donc que ce sont des vraies bêtes de scène. Prouve qu'ils ont une musicalité hors du commun, parce que même quand ils parlent, ça chante. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et donc, du coup, ça prouve au final l'énorme liberté d'un groupe qui a été intransigeant, parce qu'ils se sont fait un petit peu arnaquer au début de leur carrière. Et au bout d'un moment, ils ont dit stop, on va faire maintenant ce qu'on veut. Nique tout, on fait ce qu'on veut, et puis ça se retrouve en fait dans la forme même de ce projet, en fait, où ils sont sur scène à Brooklyn en train de raconter leur vie, et puis après il y a tout un panel. On reviendra un peu plus longuement sur la carrière des Beastie et sur les limites du film, mais ça reste rien que par son paradigme formel reste un objet passionnant. Carla. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, finalement, c'est déjà cette forme-là qui est très proche du stand-up, qui peut paraître un peu nouvelle, quoi, pour aborder cette question-là de leur histoire aussi. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la manière dont ils prennent du recul, en fait, sur leur histoire, avec cet écran géant qui montre, en fait, des images, en fait, qui vont commenter, critiquer certaines rencontres aussi qu'ils ont pu faire. Et c'est vrai qu'on voit se déployer tout au long du film un monde d'influence, en fait, ne serait-ce qu'après ce qu'on va retrouver, je trouve, aussi sur leur pochette d'albums. On sent l'influence un peu de Led Zeppelin ou des trucs comme ça qui sont assez marquants et qui
qui font de leur boulot, je trouve, une sorte de rap garage, quoi. Une influence punk, voire même ce qu'ils disent au début du film, proche du rock hardcore, vraiment. Et en fait, c'est extrêmement intéressant de... Les Bad Brains, enfin toute la scène de hardcore. Ouais, et puis même cette idée d'ego trip un peu dans lequel ils sont, ou même eux-mêmes jeunes se comparer à Jimmy Page. Et en fait, c'est assez drôle de voir qu'en fait, dans cette forme-là du film, ils sont eux-mêmes dans un ego trip, parce que bon, ils sont sur le devant de la scène, et puis ils donnent tout, quoi. Tu sens qu'il y a vraiment un jeu entre les deux, une super complicité qui se déploie. Mais c'est chouette de voir la manière dont ils prennent du recul en fait sur leur histoire. En fait, il y a une espèce de film dans le film. On regarde les Beastie Boys en train de regarder des vidéos d'eux du film de leur vie. Il y a une espèce de mise en abîme un peu continue, sachant qu'en plus, les Beastie Boys ont été clippés par des gens extrêmement talentueux. Les clips de Spike Jonze lui-même, Sabotage notamment. Et puis Roman Coppola. Donc c'est hyper rigolo de les voir en fait comme des gamins, notamment dans l'historique de leur dernier concert où ils sont encore en train de filmer dans les supermarchés du Tennessee comme des gosses avec Roman Coppola. C'est cette fraîcheur-là, c'est quelque chose d'inestimable. Surtout qu'en plus dans le filmage, un truc qu'ils avaient gardé, parce que je crois que c'était en 2005 ou 2006, ils avaient sorti un DVD live où le principe était pour le coup assez étonnant. Ils avaient filé 50 caméras à des mecs du public, et ils filmaient tout le concert, ils filmaient ceux qu'ils voulaient. Donc parfois tu avais les mecs qui filmaient quand ils allaient pisser, quand ils allaient boire un coup, ils filmaient des différents endroits de la salle pour donner un véritable bordel en fait de musique, et qui collait parfaitement à l'image qu'on peut avoir des Beastie Boys, un truc hyper festif, bourré d'alcool, très déconnant, un peu foutraque, mais où en fin de compte il y a une genre de joie de vivre presque punkoïde assez merveilleuse. Alors moi, je rejoins évidemment tout ce que vous dites. Alors c'est vrai que moi, mon rapport aux Beastie Boys, il est sans doute un peu plus tardif que le tien, Thibaut, parce que moi, c'est vrai que j'ai découvert les Beastie Boys avec Sabotage, en fait. Donc au milieu des années 90, ce qui fait qu'en fait Paul's Boutique et Check Your Head, et même le premier album Listens to Ill, moi c'est un groupe que j'ai découvert en fait à rebours. En achetant les CD au fur et à mesure, quand j'ai commencé à arriver à Rennes il y a déjà 20 ans, enfin bref, voilà, sans vouloir faire l'ancien combattant, mais voilà, c'est vrai que moi c'est un groupe que j'ai et du coup j'étais très content que ce soit Spike Jonze qui réalise le documentaire, parce que c'est vrai que moi, quelque part j'ai découvert Spike Jonze sans le savoir, puisque je savais pas que c'était lui qui réalisait le clip, mais j'ai découvert Spike Jonze en même temps que les Beastie Boys en voyant le clip de Sabotage, et qui moi je me rappelle encore avec qui je l'ai vu, dans quelles conditions je l'ai vu, et je me souviens qu'on s'était dit mais qu'est-ce que c'est que ces mecs, quoi. Et c'était une période où moi je commençais à écouter du hip-hop, mais j'écoutais essentiellement du hip-hop noir en fait, plutôt Wu-Tang Clan, ce genre de choses là. Et c'est vrai que rétrospectivement, enfin en tout cas même assez rapidement en fait, et notamment à partir d'Hello Nasty, moi je me suis dit mais en fait ces mecs-là ont compris un truc qui moi me semble aujourd'hui totalement évident, c'est que le punk et le hip-hop sont deux faces d'une même médaille, et c'est-à-dire que ça naît en même temps. Ça naît en même temps, pas au même endroit, mais ça naît exactement en même temps, et ça naît d'une même envie, qui est un désir de la part des classes populaires d'avoir une musique sale, une musique qui soit pas propre comme pouvait l'être la funk qui s'était transformée en disco, le rock, comme pouvait l'être le jazz, qui étaient des musiques certes populaires, mais qui à ce moment-là, à la fin des années 70, c'était des musiques qui étaient devenues des musiques, on va dire, beaucoup plus propres, même si évidemment il faudrait nuancer, parce qu'il y a toujours même le rock, c'était Pink Floydé, tout ça, quoi. Voilà, le rock, c'était en train de devenir effectivement les trucs assez, les stades, les grands Barnum, voilà, la Rolling Stone, les grands Barnum, voilà, exactement. Et puis même le métal commençait aussi à devenir pas de la variété, en voilà, somme, quoi. Pas vraiment de la variété. C'est-à-dire que non, pas vraiment de la variété, parce que Metallica au début des années 80, c'est pas de la variété. C'est devenu de la variété avec le Black Album pour moi, quoi. Même si bon, je sais que là, on peut recevoir des lettres d'insultes là-dessus, mais voilà, moi pour moi, ça a commencé à devenir chiant pour moi. Je veux dire, voilà, avec le Black Album, quoi. Au moment où il commençait à faire des balades, quoi. Et c'est vrai que le hip-hop et le punk ont toujours notamment celle de cette période-là, et ça m'étonne pas du tout que Ad Rock ils disent que son influence principale au départ c'est les Clash. Mais pour moi c'est tellement évident, quoi. Sauf que les Beastie Boys ils ont apporté quelque chose en plus, qui est le côté fun, et qu'on trouvait un peu aussi dans certains groupes de punk. Je pense notamment aux Toy Dolls ou à des groupes comme ça. Voilà, des groupes qui sont là pour faire de la musique violente mais marrante en même temps, quoi. Et c'est vrai que les Beastie Boys, en marchant sur les traces de Run DMC, qui faisait déjà un petit peu ça, en fait, il y a vraiment ce côté
ce plaisir de raconter des blagues. Mais c'est résolument plus punk, je trouve. Ah bah mais ouais. je trouve que d'ailleurs, les Beastie Boys, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est peut-être funky, mais ils sont aussi dans un appel à la révolte quand même. Je Alors, trouve- moins que d'autres, moins Ah ouais, que, mais moins, pour, moins quand même, l'album, mais euh, moins que Public Enemy par exemple. Mais c'est, Fight for your on va dire rights, que c'est un des peu trucs comme plus ça. propre au punk de l'époque, qui a toujours été beaucoup moins politisé que le hip-hop, historiquement. Surtout le punk américain. Encore plus ricain. Et effectivement, il y a ce truc d'appel à la révolte qui serait un truc de jeunesse, surtout plus qu'un truc politique, quoi, de révolte envers les adultes, envers un système, envers un certain consensus, quoi. Et eux, c'est vrai qu'il y a ce côté branleur qu'on peut trouver dans le punk, notamment dans le punk américain, ce qu'on appellera après le punk à roulette ou des machins comme ça, et une frange plus dure et plus crade du hip-hop avec des vrais beats de hip-hop qui vont hyper marquer, et au fur et à mesure de leur carrière, ils vont reprendre les instruments. Ça va être parmi les rares quand même, musiciens de rap qu'on voit jouer sur scène avec des instruments, guitare, basse, batterie, clavier. De ce point de vue-là, c'est des pionniers, hein, parce que depuis une dizaine d'années, le hip-hop revient de plus en plus, alors pas tout, mais il y a une partie du hip-hop qui revient de plus en plus aux instruments. Et aux instruments live sur scène. The Roots fait ça. Alors The Roots fait ça, mais The Roots c'est un groupe qui est un peu plus, qui on va dire qui est moins ancien. En fait, Oui, The Roots c'est vraiment le début des années 90, et ils ont commencé vraiment à revenir aux instruments au milieu des années 90, notamment avec Things Fall Apart. Il me semble. Hein, je connais pas assez bien The Roots, mais c'est vrai que voilà, ils ont un peu montré la voie. Et du coup, moi j'adore cette circulation cette circulation en fait où en fait la musique démontre qu'il n'y a pas de musique noire et de musique blanche en fait. Que l'énergie en fait d'un genre musical, elle a à voir avec une communauté, et en même temps, elle peut se détacher de cette communauté. Elle peut s'approprier. Par d'autres, aujourd'hui, les Beastie Boys, on dirait qu'ils font de l'appropriation culturelle. Et je sais très bien justement qu'ils aient pu se développer dans les années 80 où on faisait pas chier les gens avec ce genre de discours. Faut rappeler aussi que les 3 membres des Beastie Boys viennent de la communauté juive de New York, Voilà. qui est un milieu assez particulier, qui est assez marqué. Et justement, eux, ils vont prendre leur influence à la fois dans le punk, donc Ramones, les Clash, et sur le hip-hop ricain qui naît à peu près à ce moment-là, à la fin des années 70, Afrika Bambaataa, Grand Master Flash, tout ça, qui est un hip-hop assez funky encore, qui est vraiment marqué par des rythmes de musique de danse, à la brande. qui est de la pure musique de danse. C'est Public Enemy qui va vraiment introduire le hip-hop, on va dire, revendicatif, parce que Slick Rick est beaucoup plus violent aussi en termes de beat, bien sûr. Et ça c'est, mais moi c'est vraiment ce que j'ai, c'est ce que j'ai toujours aimé moi chez les Beastie Boys, c'est leur côté œcuménique, c'est-à-dire cette espèce de manière de nous dire, mais on n'a pas à appartenir à une classe sociale, parce que Ad Rock, c'est le fils de Isaac Horowitz, c'est ça, ouais. Voilà, qui est quand même un grand musicien classique. Voilà, je ne connais pas très bien la carrière du papa, mais voilà, c'est pas des gens qui viennent forcément du populo, quoi. D'autant qu'en plus, dès leur premier album, donc, ils commencent déjà à faire de la scène, ils sont un peu connus, et là ils vont chercher un jeune producteur, un jeune Zoulou qui vit dans sa chambre d'étudiant, qui a déjà plein de matos de ouf pour un mec de son âge, qui a une machine à bulles, ce qui du coup est quand même vachement cool pour faire des d'ailleurs, concerts. ils en parlent pas mal de cette machine à bulles. C'est Rick Rubin. Et donc c'est la légende Rick c'est le Rubin. deuxième album qui produit le premier album des Beastie Boys, après un album de LL Cool James, qui est un autre rappeur funky, un gentleman lover. Et donc Rick Rubin, après, il est connu quand même pour avoir produit un sacré paquet de groupes qui font du potin, quoi. Slayer, Red Hot, les derniers albums de System, de Johnny Cash, voilà, les albums sur une carrière énorme. American Records. Et là, lui, c'est vrai que c'est plutôt un mec qui a une culture plutôt hard rock, metal, Led Zepp, tout ça. Et il va aussi, du coup, je pense, les amener, et ça se retrouve pas mal dans les samples de leurs premiers albums, vers du Black Sabbath, vers un truc de métal aussi, mais un certain métal et hard rock vraiment crado et très prononcé, quoi. Mais Rick Rubin, c'est ça, c'est complètement l'œcuménisme en termes de production, quoi. C'est-à-dire c'est un mec qui a tapé prend dans plein de tout trucs ce qui passe. différents. Ouais, voilà. Et pour lui, il n'y a pas de hiérarchisation musicale. Il n'y aura pas des genres qui seraient nobles, des genres qui seraient ignobles. Non, je veux dire, tous les genres sont nobles. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est les Beastie Boys, moi, je trouve que c'est des gens qui sont... C'est des gens qui ont permis aussi, notamment au plan américain, de se sentir concernés par le hip-hop, tout simplement. De pas dire c'est une musique de noir, donc nous, on va pas utiliser cette musique-là, on va faire du heavy metal, quoi. C'est Eminem qui les qualifie de pionniers et d'avant-gardistes. J'ai lu ça tout à l'heure. Ouais. Et avant-gardiste, c'est aussi valable au niveau musical, parce que... Ils en parlent dans le doc, justement. Ce que je trouve aussi bien, c'est qu'ils parlent vraiment
pas non plus pour tous les albums, mais vraiment de la manière dont il compose, comment est-ce qu'il voit la musique, comment est-ce qu'il envisage par rapport au sample, par rapport à l'écriture des paroles, par rapport aux différents instruments qu'ils vont utiliser, quoi. Et moi je trouve ça pour le coup bien de les voir vraiment bosser et de pouvoir approcher comment est-ce qu'ils envisagent une chanson. Comment est-ce que entre trois personnes, ils vont réussir à réagir les uns par rapport aux autres selon leurs diverses influences du moment, selon leur envie musicale. Ils feront vraiment des trucs expérimentaux, notamment Paul's Boutique, qui est un album qui a coûté une blinde, qui a été un échec total. Qui est un album qui est incroyable, même encore aujourd'hui, parce que c'est 89, Paul's Boutique. Quand tu écoutes le son de Paul's Boutique par rapport à ce qui se faisait à l'époque dans le reste du hip-hop, Paul's Boutique c'est un album, et en plus c'est produit en plus par les Dust Brothers, qui en plus sont pas du tout des producteurs de hip-hop. Les Dust Brothers, c'est des gens qui étaient plutôt justement dans un truc, à mon avis, dans mon souvenir, c'est plutôt des gens qui faisaient plutôt de l'électro, enfin qui étaient pas du tout dans un plan hip-hop. Et d'ailleurs, ils ont pas trop transformé l'FC par la suite, si mes souvenirs sont autant que je sache. C'est pas devenu des gros producteurs de hip-hop par la suite, quoi. Et je trouve que la réunion de ces mecs qui viennent du punk, de ces producteurs qui viennent de l'électro, et qui arrivent à faire, pour moi, ce qui est un des meilleurs albums de hip-hop des années 80, quoi. Toute tendance confondue, quoi. Après, au-delà de la musique, alors moi, il y a une petite déception malgré le fait que le film dure 2 heures, c'est qu'ils creusent pas en fait toute leur influence et toute leur manière d'appréhender la musique sur 2 albums essentiels qui sont Hello Nasty, qu'ils considèrent comme leur album pourtant le plus expérimental, voire un de leurs meilleurs albums, et ce maxi chef-d'œuvre intemporel, même si marqué 9/11, qui est To the Five Boroughs. Avec cette chanson sublime qui est An Open Letter to NYC. Ouais, qui est, une déclaration d'amour en fait à la ville de New York et aux New-Yorkais. Et en fait, c'est dommage en fait qu'il ne rentre pas dans le processus créatif de ces 2 albums-là. Ouais, parce qu'en gros, après entre 94 et 2012, donc jusqu'à la mort de Adam York, c'est quasiment pas évoqué. Comme si en fait ces années un peu plus sérieuses ou un peu plus conscients de leur travail et moins déconnants, on va dire, ils ont arrêté les beats de 20 mètres gonflables et les machins comme ça, et devenaient soudain trop proches d'eux en fait, et peut-être qu'ils n'avaient pas assez le recul, notamment parce que la maladie de MCA devenait de plus en plus prégnante. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est oublié, qui est même pas cité dans le documentaire, et peut-être que c'est lié au couple, mais c'est Mixmaster Mike, qui est quand même le DJ, leur grand DJ, et qui est toujours un des grands turntablistes voilà, des années 90, qui est une des grandes figures de la transformation entier du de DJing, mix des Beastie Boys qui s'appelle Master Mike. Il est cité dans plein de chansons en intro, trucs comme ça, ou au milieu. Et qui pour moi est un des membres, peut-être pas fondateur, mais qui est pour moi que moi j'ai toujours considéré qu'un des membres de Beastie Boys, en tout cas des Beastie Boys que moi j'ai connu en fait, que j'ai connu en écoutant justement Hello Nasty, leur MC historique. Alors ouais, bah oui, parce que c'est le DJ qui les accompagnait en concert. Enfin voilà, et ça a été mon petit regret aussi. Je trouve que ça il s'arrête, mais peut-être effectivement qu'il y a une histoire de temporalité qui fait que c'est plus facile pour eux d'évoquer leur jeunesse que d'évoquer justement et puis... cette relation avec MCA qui est en train de mourir et qui est voilà. Et je pense que c'est encore trop douloureux, je pense, pour eux, quoi. Mais c'est surtout, je pense aussi, la forme que prend le film n'est peut-être pas celle qu'a eu le spectacle en lui-même. Je pense que le spectacle est plus long. Beaucoup plus long. Ça, c'est vrai que ça se ressent, parce que déjà que le film, je le trouve long quand même, parce que de bonnes heures. Ouais, de bonnes heures, et puis je trouve que c'est long quand même, mais on sent que ça a été coupé. Mais je trouve ça intéressant. On parlait du Patrick Chia la dernière fois, pour revenir à parler de la forme, en tout cas, de ce film-là. C'est assez intéressant, en fait, toujours cette idée entre la captation et voir aussi la relation qu'a le public au groupe, quoi. Et puis comment le film aussi débute sur donner la parole au public, en fait. Et sur ces images d'archives où tu vois les gens dire c'est qui leur préféré, tout ça. Il y a ce côté ego trip, en fait, que je trouve assez génial. Qui est très hip-hop, en tout cas. Ah oui, qui est fondamental. Il y a une énergie assez folle, qui est fondamentale dans le hip-hop, de toute façon. Après, je pense qu'il y a un dénominateur commun là-dessus, c'est l'amour. Je pense qu'ils ne parlent pas des derniers albums. Je pense qu'au début, l'introduction est de balancer sur l'image du public des commentaires du public en disant qui est votre préféré, tout ça. Il y a le côté ego trip aussi, mais c'est pour montrer en fait l'amour que ces gens, que les Beastie Boys généraient. Et puis par rapport aux derniers albums, je pense qu'il y a trop d'amour par rapport à MCA, et donc du coup une forme de pudeur pour pouvoir trop évoquer, en fait, parce que tu les vois, ils ont la larme à l'œil quand ils en parlent. Alors certes, on reste dans un spectacle,
ça reste des ricains, on sait très bien the show must go on, comme ils disent, mais tu te sens quand même qu'il y a quand même beaucoup d'émotions et que ne pas trop en parler, ça reste comme aussi une forme de pudeur et du coup, le respect est d'autant plus grand en fait. Oui, parce que pour moi, c'est essentiellement, c'est autant un film sur la musique, mais c'est surtout un film pour moi sur ce que c'est que l'amitié. Oui. Enfin, moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché, en dehors évidemment de l'aspect musical, mais moi, c'est ce qui m'a énormément touché dans le film, c'est que qu'est-ce que c'est que d'avoir des amis depuis 30 ans. Voilà. Qu'est-ce que c'est que d'être ami avec la même personne depuis 30 ans et qu'est-ce qui se passe quand cette personne-là meurt. Voilà. Comment est-ce que tu survis à ça et ils survivent, on survit, tout le monde survit, quoi. Mais je trouve ça, moi j'ai trouvé super touchant et super sincère de venir nous dire que c'est dur, tout simplement. Parce que je pense que c'est la réalité, moi, d'une véritable amitié. Moi, je suis assez... Et tu vois, moi je pensais que dans les dernières années, bon, c'était un peu commercial, tu vois, que c'était devenu, ils étaient ensemble parce que ça marchait bien. Mais non, en fait, non, ils sont restés ensemble aussi parce qu'ils étaient des vrais potes, quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est un truc qui m'a beaucoup touché, moi, à l'intérieur du film. Pour savoir le degré d'amour que représentaient les Beastie Boys, notamment par rapport à la ville de New York, c'est qu'à la mort de MCA, moi je l'ai appris comme ça, c'est qu'en fait, donc pour tous les suiveurs de NBA, la salle des New York Knicks s'appelle le Madison Square Garden, qui est en plus une salle de concert, bon, bref, passons. Et à la mort de MCA, en fait, l'écran géant du Madison Square Garden, on est en plein match des Knicks. Les Knicks à l'époque sont merdiques, je crois, donc en fait, ils se prennent une branlée. Et l'écran géant dit MCA est mort. Et là, il y a tout le Madison Square Garden, c'est-à-dire 20 000 personnes, qui se lèvent et qui applaudissent. Ils n'en ont plus rien à foutre du match de basket. Et ils applaudissent en disant MCA des Beastie Boys est mort. Et là, tu as tout New York qui rugit pour cette putain de légende. Et ça, c'est magnifique. Et ça, derrière leur côté potache, rigolo, ils ont fait des conneries comme pas possible. Ça reste un groupe, comme tu dis, parce qu'ils parlent d'amitié, parce qu'ils parlent de cette façon de faire de la musique, de faire des conneries, de regrets. Ils sont hyper lucides et en même temps hyper autocritiques par rapport à ça. Et ils sont donc du coup hyper humains et même par rapport à leur engagement politique qui arrive par la suite et tout. Mais moi, je sais que la mort de MCA, moi, je commence à être habitué aux rappeurs morts. Malheureusement, ça fait un peu. Quand tu écoutes du hip-hop, tu sais que. Tu peux être sûr que si tu écoutes un album, le mec est potentiellement déjà mort quand tu l'écoutes. Mais pour moi, MCA, c'est marrant, c'est la même chose. Tu vois, c'est la même chose. Moi, j'ai ressenti un peu quand Terry Jones est mort, quand Terry Jones et Monty Python est mort, j'ai ressenti ou quand Cavana est mort. Tu vois, c'est con, hein. Mais c'est des gens que tu suis depuis des années. Et au bout d'un moment, ces gens que tu connais pas, en fait, ça devient des espèces de potes symboliques, en fait, voilà. Ouais. Et quand ils meurent, t'es triste parce que tu dis merde, quoi. Putain, je veux dire, c'est déjà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas l'heure, quoi. Enfin, ça m'est arrivé souvent de voir mon père extrêmement ému. Il m'avait dit qu'il allait pleurer pour la mort de Mastroianni et pour Piccoli, c'était pas loin. Donc, non, mais voilà, parce que t'as vécu avec eux. Bah, oui. Artistiquement, t'as vécu. Et c'est ça aussi, moi, je trouve la force de la musique ou du cinéma, c'est ça. La mort de Jonas Mekas, moi, ça m'a extrêmement touché, quoi. Et je peux comprendre quand même. Moi, complètement. Enfin, moi, MCA, c'était. Moi, je me souviens en 2012, je me souviens de sa mort. J'ai fait merde, quoi. Ouais. MCA est mort, quoi. Et moi, je savais pas du tout qu'il avait le cancer. En plus. Moi non plus. Donc, moi, ça a été vraiment pouf pouf, quoi. Enfin, pouf. Et sachant, en plus, moi, j'avais eu la chance de les voir en 2003 au Transmusical. Et c'est vrai que, tu vois, encore une fois, tu vois, ça te remet aussi, tu parlais d'introspection tout à l'heure, c'est exactement ça, ça te remet par rapport à toi, tes années passées. Mais je pense que tu pourrais en faire autant avec le métal, avec le rock, avec le punk, avec d'autres genres musicaux ou d'autres genres cinématographiques. Chacun a ses potes virtuels, qui appartiennent à la culture, à la pop culture, en fait. Et puis quand ils disparaissent, c'est chiant. Voilà. Et MCS, c'était chiant. Voilà. Donc, ça c'est une super dernière émission, tiens. On parle dans la joie et la bonne humeur. Adieu. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est le film des Beastie Boys, donc Beastie Boys Story de Spike Jonze, qui est disponible sur Apple TV et un peu partout. Si vous savez le type yaqué, que nous vous recommandons chaudement, évidemment, si vous aimez les belles histoires d'amitié et de musique. Et le hip-hop. Ce sont les deux choses les plus importantes. Et le hip-hop, parce que si vous aimez le hip-hop, il y a quand même plein de trucs qui sont. Enfin, moi, je sais que quand en regardant le documentaire, moi, il y a des tas de moments. Moi, j'étais. il y a des moments, je me suis levé dans mon salon sur certaines chansons, pour faire. Pour mettre les bras en l'air, quoi. Pour remuer de la tête et mettre les bras en l'air, parce que je trouve que ça reste super fun à écouter, les Beastie Boys. Quoi. Donc, voilà. Écoutez les Beastie Boys, regardez le film, et puis voilà, c'est tout. Et c'est bien le plus important. On va s'arrêter là, on va passer à toute autre chose. Mais tout de suite, une petite chanson d'adieu, bien évidemment. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Wiz Khalifa featuring Charlie Puth et Carla Letouzé et Thomas Kerkiki. Donc See You Again, extrait de la bande originale bien évidemment de Fast and Furious. C'est une belle chanson d'adieu. T'arriveras à passer tous les albums de la franchise, toutes les chansons des albums de la franchise. Ah, mais c'est là, on l'a déjà passé plusieurs fois. Hein. C'est un classique de l'émission comme on dit. Et donc, aucun rapport avec le film dont il va être question dès à présent, puisqu'il s'agit donc de Thème Rock de Claude Faraldo, film de 1973. Quoique, c'est assez Furious. C'est assez C'est un petit rapport dans la façon de chanter de Thomas, quoi. Exactement, c'est déstructuré. C'est vrai. Donc, le film de 1973 qui est ressorti chez Tamasa Distribution il y a quelques semaines. Et donc, film assez particulier et carrément révolutionnaire dans son propos et dans sa forme. Ouais. Parce que donc, c'est le personnage de Thème Rock, interprété par Michel Piccoli, donc, qui nous a quitté il y a quelques semaines de ça, qui joue un peintre en bâtiment qui vit avec sa mère qui est un peu folle et sa sœur qui est un peu chelou aussi. Il en a un peu ras-le-bol de son métier parce que c'est vraiment de la merde le salariat et l'oppression des travailleurs de manière générale. Et là, il décide un petit peu de péter les plombs. Il mure la porte de son appartement et il se met à mener une vie pour le moins déstructuré et de destruction dans lequel il va emmener dans son sillage tous les gens qui vont venir le voir, que ce soit un maçon, des flics, ses voisins, et bien sûr, comme tout à chacun, car pourquoi pas, la nuit, il va tuer des flics. Pour les manger. Et les manger.
Donc écoutez bien, je veux dire, alors, moi c'est un appel au syndicat Alliance. Pensez à porter plainte de manière posthume contre Michel Piccoli parce qu'il a mangé des policiers voilà, je veux dire, dans les années 70. Et ce n'est pas comestible, rappelons-le. Mais donc oui, film très étrange et totalement radical dans son concept et sa forme, parce que c'est un film qui n'a pas de parole, qui est uniquement composé de bourrignes, c'est un peu un truc de à la grognements Tati, presque. et de hurlements, qui est tout à fait dans le sillage de mai 68, où on a une volonté révolutionnaire, un petit peu de chaos généralisé, comme le film L'An 1 de GB et puis Jacques Doyon. Et un film qui, en termes de radicalité, se pose là, si vous me permettez. Et donc, Carla et Docteur aussi, vous l'avez vu. Toi, Doc, je ne sais pas si tu l'avais vu. Je l'avais vu, mais il y a très très longtemps. Ouais, pareil, très, c'est très vrai. longtemps. Et ça m'a encore fait un effet assez violent, mais physiquement, parce que le film est vraiment oppressant dans sa forme. Alors oui, alors moi du coup c'était la première fois que je le voyais et pour le coup je regrettais de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que je pense que c'est un film qui mérite pour avoir toute son attention de le voir sur grand écran. Alors moi ce qui m'a extrêmement intéressé c'est le début du film et le montage notamment, que ce soit des images en montage parallèle, ce qu'on disait tout à l'heure, et des sons. Qui sont assez surprenants à la fois entre le son post-synchronisé capté à même le tournage ou alors remonté, bruité, c'est assez dingue ce qui se passe et on est à moitié dans une forme qui peut être assimilée à certains moments à quelque chose qui se rapprocherait du comment on appelle ça, du photoroman, un truc comme ça. Roman photo, voilà. Donc non, alors pour le coup la forme oui très surprenante. Et, alors par contre le fond on va dire c'est assez dingue quoi. C'est vraiment un film d'anarchie quoi. Ah ben c'est un film pur. C'est je te dis on en parlait tout à l'heure mais pour moi c'est un film grolandais. Avant l'heure, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr Noël Gaudin, c'est sûr qu'il est fan de ce film-là. C'est-à-dire que ça mélange le surréalisme. À la André Breton et à la Louise Buñuel avec ce côté anard post 68 antimatérialiste, anticonsumériste, anti-travail, anti-police, anti-autorité, voilà toute cette espèce de veine comme ça qui naît de 68. Ouais. Je dirais même anti-langage quoi, parce qu'il y a un retour à la côté primitif en fait qui est flagrant et qui vient comme ça contaminer tout le film en fait, même la forme quoi. Quand Piccoli commence à déconstruire son immeuble. Le film se déconstruit lui-même, je trouve. Complètement. Alors en plus, ça se passe dans un Paris en plus qui est alors ça c'est super intéressant, moi je trouve, parce que ça se passe dans un Paris qui est en pleine mutation. C'est-à-dire que tout le film se passe dans une. Alors j'ai l'impression que c'est dans une espèce de, j'ai l'impression que c'est dans une banlieue parce quand il va au travail le matin, il met beaucoup de temps avant d'arriver au boulot. Donc j'ai l'impression que ça se passe pas à Paris intramuros, mais que ça se passe en dehors de Paris. Mais il y a beaucoup de plans sur des immeubles contemporains. Il y a beaucoup de plans sur des chantiers. Et en fait, c'est le moment où on détruit le Forum des Halles. C'est le moment où le Paris populaire est en train d'être complètement avalé par ce Paris pompidolien en fait, voilà, qui le Paris de la bagnole, le Paris, voilà, cette espèce de Paris sans âme en fait, qui commence à se greffer en fait sur le Paris populaire du début des années 30 finalement, du début du siècle quoi. Et ça, je trouve que le contexte est pas anodin parce que quand tu regardes par exemple, à mon avis, à une année ou deux près, on n'est pas loin de Touche pas à la femme blanche de Ferry, parce que moi ça m'a fait penser à Ferreri. Le côté outrancier, le côté très rital de toute façon dans le film. Exactement, très comédie italienne, excessive. Les moches méchants, non, n'importe quoi. Affreux, sale et méchant. Affreux, sale et méchant. Ça n'a rien à voir ce que j'ai dit. Non, quel cinéphile. Mais c'est une espèce de film. Mais ouais, et ça, en fait, ce film, il pue le sexe, la poussière et la lacrymo, quoi. Enfin, pour le coup, c'est ça. D'ailleurs, c'est génial quand il se balance des bombes il se balance des bombes et puis il sniffe de la lacrymo en copulant. Ouais. Qui n'a jamais baisé en manif, enfin. Et mais alors, par contre, c'est vraiment un film qui s'observe. C'est même pas qui se regarde, tu observes les choses dégénérées comme ça.
Et c'est complètement fou, quoi. Et ce qui est génial, c'est Patrick Devers qui se ramène là-dedans. Qui joue un maçon. Et qui joue un maçon qui va se faire avoir. Parce que de toute façon, il y a à peu près toute la bande du Café de la Gare de l'époque. Il y a Coluche dans plusieurs rôles, il y a Romain Gouffy, il faut signaler que tous Devers, les acteurs sauf Piccoli, quasiment tous les acteurs sauf Piccoli jouent plusieurs rôles. Ouais. Enfin, tous les acteurs du Café de la Gare, en tout cas, Romain Bouteille joue au moins 5 ou 6 rôles différents en fait à l'intérieur puisqu'il joue le gars qui nettoie sa voiture, le policier, enfin 2 policiers, Coluche, le patron, flic, Coluche aussi, Henri Guibet, moi j'étais super content. Moi j'adore Henri Guibet, quoi. Voilà, moi j'ai toujours qui a toujours été un acteur un peu associé aux nanarderies et tout ça. Comme Bernard Ménez, voilà. en fait, c'est pas mais le qui est en fait un mec voilà qui faisait partie du Café de la Gare. Il y a Miu Miu qui est moi j'ai toujours été amoureux de Miu Miu de toute façon. Mais les actrices sont géniales. Et les actrices sont belles. Oh là là, mon Dieu, la grande là. Il y en a une qui ressemble à Liz Taylor, c'est un truc de malade. La femme de Coluche là, l'espèce de grande là qui est beaucoup plus grande que Coluche, qui est beaucoup plus costaud. Mais c'est le côté retour à la Garde du Feu, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est des hommes, c'est un homme qui décide de se comporter comme un homme préhistorique. Oui, et qui décide de transformer son appartement en grotte. Ouais, exactement. Mais c'est exactement ça. Ouais, c'est le retour au primitif. C'est le retour à l'animalité, le retour au primitif, et du coup, c'est McTiernan. C'est se débarrasser en fait effectivement de toute cette civilisation qu'on nous présente comme l'alpha et l'oméga de l'avancée de l'être humain, et c'est un refus complet de tout ça, quoi. C'est un refus complet de tout ça, et c'est assez. Enfin, moi, j'ai trouvé le film à la fois très étrange. C'est pas facile de rentrer dedans. Non. Parce que c'est pas un film qui est fait pour qu'on rentre dedans. Et en même temps, il y a une espèce de côté libérateur. Et putain, moi je trouve que ça fait du bien de revenir de temps en temps vers les années 70, justement, pour se dire, putain, mais le cinéma français. Ah non, mais tu vois, c'est comme quand tu dis des métal hurlants, quoi. Tu te dis, ah ouais, non, mais il y a comme les Français, ouais, ok, ça n'a pas toujours été ce peuple de coincés. C'est toi, tout à l'heure, tu parlais de performance. Pour le coup, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est un film qui s'observe. C'est vraiment, tu vois Piccoli nous sortir un truc de fou, quoi. Et Piccoli n'est pas un inconnu à l'époque. Hein. Ouais, Piccoli, c'est déjà une superstar. Et moi, je trouve. Putain, et quand tu penses qu'il va faire, quand tu penses qu'il va faire la grande bouffe avec Mastroianni, Noiret et puis Hugo Tognazzi, je crois que c'est 1 an ou 2 après. Hein, et tu te dis, ouais, d'accord, il y avait quand même des acteurs français qui avaient un petit peu, qui étaient un peu capables d'aller vers des trucs totalement anti-commerciaux, qui remettent complètement en cause leur image, qu'on n'avait rien à foutre du glamour, qu'on n'avait rien à foutre de la popularité. Parce que la grande bouffe a été extrêmement controversée à Cannes, mais alors Thème Rock, moi je le trouve beaucoup plus radical. Pour moi c'est plus radical. Ah oui, pour le coup. Parce que la grande bouffe c'est un film sur la bourgeoisie. Oui. C'est une fable sur la bourgeoisie. Oui. Alors c'est toujours plus gênant de toucher à ça que toucher au pronom. Alors que là, c'est un film sur l'énergie prolétaire. Je sais pas comment dire ça autrement. L'énergie sexuelle, de violence, se reprendre comme un ouvrier. Ouais, puis la puissance. Ouais, voilà, mais c'est exactement Carole Bouquet dans Grosse Fatigue. Vas-y Michel, prends-moi comme une ouvrière, quoi. C'est vraiment ça. C'est jouissif. Moi, j'ai trouvé ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez jouissif quand même dans ce genre de cinéma où tu dis ouais putain ouais quand même. C'est toujours bien de casser. Ouais, c'est sûr. Danny Boone à côté. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, ça a du mal à. C'est pas du cinéma. Non mais voilà, tu vois, ça a du mal à la radicalité, ce qu'on appelle la radicalité aujourd'hui cinématographique. Je pense qu'on peut encore passer quelques stades avant de retrouver cette forme de radicalité qu'on retrouve aussi dans l'an 1, qu'on retrouve d'une certaine manière dans la grande bouffe, mais qu'on peut retrouver dans certains Chabrol un peu foufou, des genres Nada, enfin voilà, ou même chez Godard, parce que la radicalité de Godard à cette époque-là, même si elle est insupportable pour moi, elle relève aussi de ça, de ce post-68 heures où les mecs se sont dit putain, mais en fait on peut tout faire. On peut tout faire, on peut tout dire en cinéma, on peut tout faire, on peut tout montrer. Moi, je trouve que c'est hyper rafraîchissant de voir ce genre de film-là. C'est comme dit Godard, lutter contre l'agencement bourgeois des images et des sons. Mais c'est complètement. Alors là, pour le coup, c'est ça. Ah oui, et en même temps, il y a des vraies idées de réal. Parce que par exemple, il y a par exemple au début du film, tu parlais du début, par exemple, il y a toute une scène comme ça où il rejoue les mêmes plans. Avec des costumes pour montrer la routine. Oui, c'est ça. C'est super bien génial, foutu, ça. Où il croise une femme dans l'escalier et en fait on voit le plan 5-6 fois avec chaque fois des costumes différents. Et même sur la fin là, quand il y a tous les hurlements de jouissance qui se transforment en cris de loup, qui rebondissent contre les immeubles, ces immeubles tout tristes des années 70. Enfin, tu vois, c'est vraiment un film subversif. Puis c'est vraiment une invitation à la rébellion. Ah, complètement. Et voilà, très. Et par le montage et par la jouissance. C'est pas par la violence, mais aussi par la jouissance. Et ça, moi, je trouve ça bien.
Désolé les punks, on va devoir s'arrêter là. C'est nul comme conclusion, je trouve ça bien. Donc c'était Thème Rock de Claude Faraldo qui est ressorti il y a quelques semaines chez Tamassa Distribution. Film étrange, chelou comme on dit, que nous vous recommandons néanmoins chaudement. On va passer au coup de cœur, Thibaut. Eh bien pour aller dans le sens des deux films, donc jouissez de votre été au son des Beastie Boys, profitez bien et puis à la rentrée. Docteur. Alors moi, ça sera moins jouissif, mais c'était sympa quand même. C'est Elephant Man que j'ai vu cet après-midi au TNB, que j'avais jamais vu au cinéma, même si je l'ai vu à la télé avant. Et c'était vraiment très très bien. Et le travail sur le son de Lynch, décidément, quoi. À chaque fois que je revois un Lynch au cinéma, je me dis mais putain, ce mec-là est un génie du sound design, quoi. Il n'y a pas de mystère, quoi. Ouais. Alors, Gal, et un mot pour conclure ces 6 années de participation effrénée. Alors du coup, moi, ce sera pour faire plaisir à Thomas en coup de cœur la saison 3 de Twin Peaks de David Lynch. Je suis d'accord. Que j'ai enfin fini et qui est juste fantastique. Et pareil en termes de sound design et même en termes de formel sur le travail à l'image est assez folle. Ça va être Oncle Boomni aussi de Happy Chatpong Vera C'est cool. Je me suis pas entraîné. Et sinon, ça a été les 5 ou 6 ans, je sais plus, à passer avec vous. Donc voilà, c'est petite larme. Carla. Alors moi, ce sera un documentaire de Valérie Bruni-Tedeschi, dont Antonin, notre copain du cinéma est mort. On avait parlé plusieurs fois et je me suis enfin résolue à le regarder. C'est une jeune fille de 90 ans. Ça m'a émue aux larmes. C'est magnifique. Et ça se passe dans une EHPAD, l'histoire d'une femme de 90 ans qui tombe amoureuse de son professeur de danse. C'est magnifique. Et sinon, mon coup de cœur, ce sera vous 4 et tout ce que vous m'avez apporté pendant ces 3 superbes années tous les mardis. Gentil, violon. Mais ça vient du cœur, c'est vrai. Et moi, dans un tout autre genre, pour finir sur une note positive, donc ce sera une bande dessinée Mon ami Damer, parce que j'aime bien les tueurs en série et les coffrophages. Offert par une super personne. Donc BD de Derf Backderf qui m'a été offert par des gens ici présents pour mon anniversaire du week-end dernier. Et c'était super bien. Super BD, moi je trouve. Ouais, et il y a une adaptation en film aussi, que j'ai pas encore vu. Mais... À savoir si elle est supervisée par Stéphane Bourgoin. Ah oui, c'est fameux enculé. Je crois qu'il a plus le droit de parler de ça. Non, il est grillé maintenant, Stéphane. Donc voilà, c'était la fin de cette saison de l'Intendant Godard, la 12e. On vous remercie tous chaleureusement d'avoir écouté nos débilités cette année. Merci à Gal, bien évidemment, pour la technique et pour ces 6 années merveilleuses. Il me fait un petit signe de croix, comme l'évêque Barbarin qui va nous rejoindre bientôt dans le diocèse. C'est vrai. Ouais. Merci Carla pour ces 3 années. J'espère qu'on t'a pas trop traumatisé. Non, je suis toujours là, tout va bien. Toujours la banane, toujours debout. Toujours la banane, toujours. Merci docteur, une fois de plus, d'avoir participé à cette saison. Merci Thibaut. Maintenant, mais bon, depuis le temps, vous savez, bon, on en est plus. Le vieux sage. À se dire des merci. C'est clair. Oh là là, on a passé le stade. Exactement. Donc merci à toutes et tous. Passez un bon été. Prochaine édition. À ciao. Bonsoir. Salut.